Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laetitia, bienvenue. Nous sommes absolument ravis, Laetitia, de t'accueillir à nouveau dans ce cycle de masterclass sur les futurs du travail. Après une première rencontre à l'automne dernier où on sortait à peine de la crise sanitaire, où tu nous avais parlé de l'influence de cette crise du Covid sur notre rapport au travail, de la question de l'hybridation. Et aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de ton nouveau livre, En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail, je ne sais pas si vous voyez bien, qui questionne cette notion effectivement que tu qualifies de patriarcale et d'écocide. On est heureux que tu viennes de nouveau nous éclairer et questionner des points qui peuvent paraître comme des évidences. Juste pour dire quelques mots de toi, puisque chez Utopie, on commence à te connaître, mais pour nos camarades qui nous écoutent, qui ont rejoint le webinaire, tu es diplômé d'HEC et agrégé d'anglais. Tu as travaillé longuement en entreprise avant de te spécialiser sur les questions de rapport au travail, les questions de consommation, et tu collabores régulièrement aux médias de Welcome to the Jungle que tu animes même. Et puis, tu fais ces conférences qui permettent à d'autres humains de t'entendre. Nous, on est ravis que tu viennes nous parler de la question de la productivité, puisque bien sûr, dans notre métier en tant que consultant, on a un rapport au temps, à la productivité qui est assez centrale et existentielle, mais aussi en tant que consultant en développement durable, où on questionne cette convergence, ce possible qui est quasi oxymorique du développement et de la durabilité. Cette masterclass se tient aujourd'hui, la semaine où France Stratégie a publié un rapport du Conseil national de la productivité. Donc, en préparant cette masterclass, on a découvert l'existence tout à fait déroutante de ce conseil. On voit qu'on revient vers la planification en France. Et ce qui est très intéressant, et là où ça fait lien avec le rapport au travail, c'est que finalement, ce rapport, donc questionné par France Stratégie, prévoit un accroissement global de la productivité, une hausse globale dans les 5 à 15 prochaines années de entre 5 et 9% grâce à la hausse du télétravail de 25%. Donc, on voit bien que cette question du rapport au travail, de l'évolution, ne se fait pas forcément dans le sens qu'on pourrait supposer initialement, et qu'il y a peut-être à dessein une réflexion structurelle à mener là-dessus. De même, on affirme très souvent dans le débat public que les Français travaillent moins que d'autres résidents d'autres pays, ou en Europe, en tout cas, on compare la productivité de la France et de l'Allemagne. Et tu vas aussi pouvoir nous éclairer là-dessus, puisque tu nous parles aujourd'hui de Munich où tu résides. Et en fait, cette question de est-ce que les Français sont plus ou moins productifs et qu'est-ce qui est vraiment intrinsèquement la productivité, c'est au cœur de tes réflexions dans le rapport que ça construit vraiment au temps, aux autres, au travail. Et on le voit quand il y a eu la publication de ce rapport de France Stratégie, il y a eu tout de suite des crispations, des tensions, des angoisses sur est-ce que vraiment on va être plus productif, est-ce qu'on l'est vraiment. Et en fait, ce qui nous a passionné dans ton livre, c'est la manière dont tu décryptes cet impératif catégorique quasiment, pour reprendre les mots de Kant, qui serait qu'il faut être productif dans le monde du travail, mais aussi en dehors. Et en fait, cette injonction à la productivité que tu corrèles, tu vas nous en parler avec la question de l'esclavagisme, avec la question du patriarcat. Finalement, c'est tout un rapport à la matière, à soi, aux autres, au monde, à la nature qui est construit. Donc, on va être vraiment ravis de t'entendre éclairer cette notion de tes différentes expériences, des différents pays où tu as résidé, qu'ils soient anglo-saxons, en Allemagne, en France. Et toutes et tous, on vous invite chaleureusement à poser vos questions au fil de la conférence dans le chat, puisqu'on prendra un temps en fin de conférence pour les partager avec Laetitia. Et c'est toujours des moments intéressants finalement aussi pour les auteurs, où ça éclaire leurs réflexions de manière différente. Et Laetitia a un prochain livre dont elle nous a parlé, sur lequel elle travaille, peut-être qu'elle vous en parlera aussi, mais je pense que ce prochain livre sur la question de l'âge notamment, la question de la productivité au fil du temps et au fil de la vie se pose bien sûr de manière intéressante. Donc peut-être que ça la nourrira aussi. Enfin, à tout le moins, on espère que ce sera un échange. Merci Laetitia, et merci donc à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle masterclass.
Merci Anaïs pour cette belle introduction et merci pour cette invitation à refaire une masterclass avec vous. J'en suis ravie. On ne peut pas rêver meilleur public. Et puis, vous êtes au cœur de tous ces sujets. Donc, je pense que beaucoup des arguments et des sujets que je vais évoquer vous seront familiers et peut-être que vous vous direz, je l'espère, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, parce que je combine certaines de vos briques peut-être un peu différemment de la manière dont vous les combinez dans le quotidien de votre travail. Ça tombe bien, la sortie de ce rapport de France Stratégie, parce que du coup, ça met une couche d'actualité à ma critique et puis aux arguments que je vais mettre en avant. Et ça tombe bien aussi qu'on évoque toujours cette sempiternelle comparaison avec l'Allemagne, avec ce petit complexe d'infériorité qui est celui des Français et que je vais essayer de casser aujourd'hui pour que vous en ressortiez avec un complexe de supériorité d'être français, en tout cas en matière de productivité. Indéniablement, il y a un complexe de supériorité à avoir quand on est français. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. Alors avec ce livre, En finir avec la productivité, j'ai voulu déconstruire le concept de productivité, mais sous un angle économique, macroéconomique d'abord, pour montrer qu'il était biaisé, incomplet. Au mieux, il a un énorme angle mort, et au pire, il est nocif, il est délétère, il est dangereux, parce qu'il ignore le travail gratuit et puis les externalités, les liens des individus les uns avec les autres. Alors pour la petite histoire, justement, je vais commencer avec l'Allemagne en vous racontant comment m'est venue l'idée de ce livre et en vous en racontant un peu la genèse. Accessoirement, ça permettra déjà d'amener le sujet sur la table. Donc je me suis installée en Allemagne à la fin de l'année 2020. C'était encore un confinement ou une espèce d'entre-deux, période pendant laquelle les écoles en Allemagne étaient fermées et sont restées fermées très longtemps, hein, comme aux États-Unis. Les écoles et un certain nombre de services publics, garde d'enfants, etc., étaient complètement gelés, figés, arrêtés pendant une période très longue qui n'a pas duré une année, mais presque une année complète. Et on s'est installé dans la banlieue, ce qui est la banlieue de Munich, donc une zone relativement dense, mais c'est pas le centre-ville, avec cette idée, comme beaucoup d'urbains, ayant vécu déjà des premiers confinements, de se dire ça vaut quand même la peine d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir travailler à la maison, puisque je fais partie de ces travailleurs domestiques à distance qui ont un bureau à la maison. Et alors, ce dont j'ai pris conscience assez rapidement, c'est que mes voisines, dans les maisons d'à côté, ne travaillaient pas ou travaillaient très peu, semblaient être beaucoup à la maison. Ça allait à l'encontre d'une idée que j'avais, qui était que l'Allemagne avait changé, que les 20 ans qui se sont déroulés ont augmenté, ce qui est vrai du point de vue statistique, le taux d'emploi des femmes, et que cette idée de la mère allemande à la maison, c'était quand même un peu has-been. Eh bien, pas du tout. Mes voisines ne travaillent pas, mais elles ne font pas rien. Elles ne font pas rien, elles s'occupent de beaucoup de choses. Et tout semble fonctionner grâce à elle dans cette communauté que j'ai rejoint. Alors, il y a la question évidemment des écoles qui se terminent à la mi-journée. Donc, les femmes prennent le relais après l'école. Il y a la question des liens de voisinage, de soutien, de personnes âgées, parce que c'est une société qui est plus vieille que la société. La démographie allemande est plus vieille que la démographie française. Donc, il y a beaucoup de personnes âgées dans cette communauté. Et beaucoup de ces mères qui y habitent et qui n'ont pas d'emploi rémunéré sont des piliers actifs de ces communautés et comme des petites abeilles tissent des liens avec les autres constamment et rendent des services les uns aux autres dans la communauté. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon conjoint, on n'a jamais, ni l'un ni l'autre, renoncé à travailler. On a réussi à tourner cette page du déménagement et ensuite on a voulu reprendre notre activité à temps plein et on s'est rendu compte que c'était très difficile dans cette société parce que la société tout entière repose sur ce travail de ces semi-actifs, enfin en tout cas de ces personnes qui n'ont pas d'emploi rémunéré ou n'ont un emploi rémunéré qu'à temps partiel. Je rappelle qu'en Allemagne, pour avoir quelques chiffres, c'est plus des 2/3 des mères qui travaillent à temps partiel. Et sur le tiers restant, une partie ne travaille pas du tout. Donc les chiffres sont quand même très différents de ceux de la France, où on est
on est sur des pourcentages bien plus faibles en Allemagne, en France, hein, et il n'y a pas une telle différence entre les mères et les non-mères. En Allemagne, la différence entre les mères et les non-mères est plus importante que la différence entre les femmes et les hommes à tout point de vue, hein, du point de vue de richesse économique, de taux d'emploi, de quantité d'heures travaillées, etc. Et alors, on s'est demandé avec mon conjoint, constamment, on se posait cette question, mais comment faire un travail à temps plein quand on n'a pas une épouse au foyer? Parce qu'on se heurtait à tout un tas de démarches et puis d'activités du quotidien qui prennent beaucoup de temps parce qu'elles sont conçues et pensées avec une personne au foyer qui est partiellement ou totalement à la maison et qui n'a pas d'emploi à temps plein à côté. Donc il y a la question des écoles, mais il y a la question de l'horaire d'ouverture d'un certain nombre de services publics et d'administration, de certains magasins, hein, tout ferme très tôt. Il y a la question de démarches administratives qui sont très longues, qui ne sont pas du tout numérisées. Il faut se déplacer, il faut faire des fax, il faut aller à la poste, enfin, des tas de choses qui sont très désuètes, hein, dans la société allemande et où il n'y a pas tant d'incitation à changer parce que ça semble fonctionner puisqu'il y a toute cette population qui s'en occupe gratuitement. Et du coup, m'est venue cette idée, en fait, comment peut-on comparer une heure productive du point de vue économique au sens strict, hein, la productivité, c'était un ratio économique qui mesure l'efficacité du travail en théorie, hein, puisque on calcule, alors pour faire de l'anglicisme, hein, c'est un ratio entre l'output et l'input, donc c'est ce que vous produisez divisé par le facteur de production dont vous cherchez à mesurer la performance. Donc, par exemple, la quantité produite divisée par le nombre d'heures vous donnerait une productivité horaire du travail. Ou bien vous pouvez le faire sur une machine, vous pouvez même faire sur une combinaison de facteurs de production. Donc, économiquement, ce ratio, il est assez limpide et il semble être assez clair et faire sens. Et donc, comment, la question qui m'est venue avec cette expérience de vie en Allemagne, comment me comparer la productivité d'un travailleur, je vais employer le masculin au hasard, d'un travailleur de l'industrie allemande avec un ouvrier de l'industrie française. Comment peut-on comparer cette heure-là, sachant qu'il se cache derrière la productivité de ces individus un nombre inconnu d'heures de travail non rémunérées, non mesurées, qui permet leur travail productif. Concrètement, parmi nos voisins, on a des ingénieurs qui travaillent chez Siemens, grande entreprise industrielle bavaroise, ou d'autres qui travaillent chez BMW ou encore Airbus. J'habite dans la commune qui a un très très grand site Airbus. Donc, ce sont des ingénieurs qui vont au travail. Parfois, maintenant, une certaine partie d'entre eux travaillent aussi un peu à domicile, mais ils ont en général une épouse, parce que ce sont plutôt des hommes, à domicile, qui en général ne travaillent pas dans la commune où je suis, mais pour d'autres travailleraient à temps partiel, et qui fait beaucoup de choses pour lui. Qui s'occupe évidemment des enfants lorsqu'il y en a, qui s'occupe d'un certain nombre de démarches, qui s'occupe de l'entretien du foyer et de tout ce qui est très chronophage dans cette société allemande peu efficace qui dépend de ce travail gratuit. Et cet ouvrier-là va être très performant, mais sa productivité ignore la quantité de travail gratuit incorporé versus un ouvrier français, par exemple, dont l'épouse travaille également à temps complet dans le même secteur ou dans un autre secteur et pour lequel il y aurait peut-être, alors il n'existe pas un tel indicateur, mais il y aurait peut-être un nombre d'heures de travail gratuit inférieur. Et du coup, n'est-ce pas artificiel de comparer la productivité d'un ouvrier de l'industrie française avec un ouvrier de l'industrie allemande? Si on prend des extrêmes encore plus grands, évidemment, il y a des pays, des sociétés, des économies dans lesquelles la part de travail de la part de l'économie informelle est plus importante, dans lesquelles les inégalités de genre sont encore plus importantes et ces ratios pourraient être encore plus différents, encore plus marqués. Les différences pourraient être encore plus marquées entre une société japonaise et une société danoise. Voilà, dans l'économie japonaise, il y a des écarts hommes-femmes qui sont très forts. Vous avez cette tradition de la gamelle, la boîte bento japonaise préparée avec amour par les épouses pour que les ouvriers puissent aller, les ouvriers, les ingénieurs, tous les travailleurs puissent aller au travail.
et très très peu de femmes japonaises ont des carrières équivalentes quand il y a des enfants dans le foyer. Donc, peut-on vraiment comparer? Et puis, au-delà de cela, peut-on comparer des productivités d'un pays à l'autre, sachant que les secteurs sont différents, sachant que justement la part de l'économie informelle n'est pas la même, le rôle des infrastructures est différent? En somme, c'est vraiment comme comparer des choux et des carottes, ça n'a un peu aucun sens. C'est un jeu intellectuel stimulant, amusant, mais sans faute de regarder le contexte qui entoure ces chiffres, en fait, on ne peut pas comprendre la différence. Et donc, les rapports qui compareraient la productivité française avec la productivité allemande, moi, me laissent franchement sceptique. De manière un peu provocatrice, j'ai envie de dire, une heure productive de quelqu'un qui y arrive tout seul comme un grand a plus de valeur ou plus de sens qu'une heure productive qui incorpore davantage d'heures de travail gratuit, qui en gros est dépendante d'une quantité de travail gratuit qui est supérieure. Donc voilà, c'est comme ça que m'est venue l'idée du livre. Et je me suis dit qu'il y avait en fait des arguments très économiques. Et au départ, bien que, voilà, Anaïs l'a dit, j'ai étudié à HEC, j'ai fait pas mal d'heures d'économie, de microéconomie, de macroéconomie, j'ai quelques notions, mais je me sentais assez illégitime à parler d'économie et ce sentiment d'illégitimité, évidemment, n'est pas un hasard parce que l'économie en tant que discipline est très peu accueillante pour les femmes et j'ai souvent constaté que on donne plus volontiers le titre d'économiste à un homme qu'à une femme, même lorsque l'homme en question n'a pas fait d'études d'économie. Il peut s'improviser économiste beaucoup plus facilement et c'est une grande partie du sujet. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, je vais parler, je vais laisser au moins 15 minutes pour des échanges à la fin de cette séance, mais je voudrais diviser cette présentation en trois blocs, trois parties. Dans la première, justement, je vais vous synthétiser les arguments économiques et macroéconomiques, enfin la vision macroéconomique de la productivité, autour de justement cette petite histoire de la notion et puis de son rôle dans l'économie, de la place des femmes, du travail gratuit en général dans la notion de productivité. Dans le deuxième bloc, dans la deuxième partie, je voudrais parler des problèmes causés par la mesure de la productivité dont on a hérité de cette économie classique. Et puis dans la troisième partie, je vais m'intéresser davantage, Anaïs l'a mentionné aussi, à l'échelle des individus et des organisations, pour les pièges à éviter, les leçons qu'on peut en tirer peut-être à l'échelle individuelle et à l'échelle d'une équipe, d'une entreprise, d'une organisation en général. Alors, il n'y a pas de réponse toute faite, mais il y a quelques bonnes questions à se poser que je vais partager avec vous. Alors d'abord, la vision macroéconomique, il y a une petite histoire amusante qui m'a été inspirée par une journaliste danoise qui s'était posé la question de ce qui se cachait derrière le dîner d'Adam Smith. Adam Smith, c'est celui que l'on considère généralement comme le premier économiste de l'histoire, le père de l'économie en tant que discipline. Cet Écossais de la fin du XVIIIe siècle a été le premier aussi à se qualifier d'économiste, ou en tout cas à s'approprier ou à construire ce qui deviendra la discipline moderne de l'économie. Et ce qui est amusant, c'est d'ailleurs qu'il était bien plus polyvalent et bien plus polymathe qu'on ne le dit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on retient surtout de lui qu'il était économiste, alors qu'en fait il était philosophe, il était un penseur qui abordait des disciplines de manière, enfin on les mêlant généralement. Et c'est probablement aussi l'un des grands défauts des disciplines modernes, c'est qu'elles ont tant cloisonné les choses qu'elles se nourrissent beaucoup moins des apports des autres disciplines. Et quand Adam Smith faisait de l'économie, il faisait aussi de la philosophie en même temps. Donc je ne voudrais pas appauvrir sa pensée, je vais me concentrer sur ce que l'on retient de lui. Et ce que l'on retient de lui est bien plus pauvre que la pensée qu'il a effectivement produite de son vivant. Donc, mea culpa, si j'ai l'air de simplifier ou appauvrir Adam Smith, c'est bien plus que ce que je vais en dire là. Mais en tout cas, ce qu'on a retenu de lui a eu un rôle fondateur dans la discipline de l'économie. Et donc, la journaliste danoise à laquelle je faisais référence à l'instant
s'est posé la question du dîner d'Adam Smith parce que Adam Smith avait cette petite histoire qu'il racontait pour expliquer la main invisible du marché, hein, l'un des concepts que l'on retient de lui, hein, cette idée que le marché a des forces invisibles et quasi magiques qui font que ça fonctionne, hein, que grâce à l'égoïsme des individus, grâce à la poursuite de leur intérêt particulier, se produit une magie formidable qui fait que tout fonctionne, que tout marche, et puis que la somme de ces intérêts individuels est plus grande est supérieure aux intérêts individuels isolément. Alors pourquoi le dîner? Il expliquait que le dîner est un moment magique en fait de l'économie, parce que sur la table, quand vous vous retrouvez à l'heure du dîner, vous avez le travail du boucher, le travail du boulanger, du brasseur, hein, la bière, le pain, le boulanger, le meunier, le maraîcher, etc., etc. Vous avez tous ces savoir-faire, tous ces individus qui se sont coordonnés sans se téléphoner pour que ce miracle du dîner soit possible et que sur votre table, vous ayez un repas complet avec de la viande, des légumes, du pain, de la bière, etc., etc. Et la question est très bonne, hein, ou en tout cas la métaphore est très belle. C'est vrai que ça reste tout ce qui est l'alimentaire, ça reste la chose la plus visible de notre économie, la plus visible, la plus sensible aussi, et celle qui correspond probablement le plus à nos préoccupations du quotidien. La question qu'on se pose le plus dans les foyers, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir? Souvent, on rajoute chéri devant chéri, IE, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Donc, c'était une bonne question. Mais, dit cette journaliste, le problème de la métaphore du dîner d'Adam Smith, c'est qu'il se concentre sur cette activité économique du meunier, du maraîcher, etc., de l'échange qui s'est produit, mais il oublie que pour que le dîner soit sur la table d'Adam Smith, il a fallu que quelqu'un prépare, cuise les aliments, mette les aliments sur la table, serve, et puis ensuite fasse la vaisselle, etc. Cette personne est probablement aussi celle qui a fait les courses, qui est allée chercher les ingrédients, qui les a combinés entre eux, qui a préparé le dîner. Et donc, de manière absolument incroyable, Adam Smith s'est concentré sur les échanges économiques de matières premières qui ont permis le dîner, mais absolument pas sa préparation, cette étape finale, est très chronophage, qui se passe dans la sphère domestique et qui fait qu'il a pu effectivement s'alimenter. Comment a-t-il pu l'oublier? Et donc, il a oublié le rôle, ou n'a pas vu le rôle qu'a joué sa propre mère, puisque c'était un vieux garçon qui habitait avec sa mère, et c'est sa mère qui lui a préparé le dîner, qui s'occupait de lui quand il était malade, et qui faisait toutes ces tâches du quotidien dans la sphère domestique qui faisait que Adam Smith a pu être extraordinairement productif du point de vue intellectuel. Et donc, c'est tout de même assez amusant, cet angle mort, parce que c'est un angle mort que l'on a retrouvé en fait dans toute l'histoire de l'économie, hein, jusqu'à la fin du XXe siècle, date à partir de laquelle des courants hétérodoxes de l'économie ont commencé à s'intéresser davantage à ce qui se passe dans la sphère domestique, à ce qui est à ce qui relève de l'économie informelle, à ce qui relève du bénévolat, et puis à ce qui se passe dans le foyer avec ce partage des tâches dont la plupart ne sont pas rémunérées, qui se fait de manière assez inégalitaire au sein des foyers. Donc il y a évidemment des courants de l'économie moderne qui s'y intéressent aujourd'hui, mais pendant pratiquement 200 ans d'histoire de l'économie en tant que discipline, ça n'est quelque chose qui n'intéressait absolument personne. Pourtant, il semble évident aujourd'hui quand je le dis, c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que sans sa maman, Adam Smith n'aurait pas pu écrire les livres qu'il a écrits. Rien n'aurait pu se faire, il ne se serait pas alimenté correctement en fait, sans tout ce travail-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on peut en retenir de la petite histoire du dîner d'Adam Smith, c'est que la vision économique, son péché originel, hein, en tout cas historiquement, c'est cet angle mort qui ne voit pas l'apport féminin
parce qu'évidemment, la maman d'Adam Smith n'avait pas la possibilité d'être brasseur, meunier, boulanger, etc. Hein, les corps de l'artisanat à la fin du XVIIIe siècle étaient fermés aux femmes, donc il n'avait pas d'autre option économique que d'être dépendante de son fils, après avoir été dépendante de son époux auparavant. Et donc cet angle mort, il fait que l'économie n'a vu et mesuré qu'une partie émergée de l'iceberg de l'ensemble de ce qui fait l'économie réelle pendant très très longtemps, et que les indicateurs que l'on a créés, les mesures, les focus, pour prendre la métaphore visuelle, sont restés très très biaisés. La leçon qu'on en tire pour la science économique, qui reste aujourd'hui encore très peu mixte du point de vue du genre, très peu mixte aussi du point de vue des milieux sociaux, des pays, des représentations de populations diverses. Pourtant, la leçon, c'est que cette diversité des points de vue, elle est absolument essentielle, parce que sinon, vous n'avez qu'un bout de l'histoire, aucun bout de la réalité. Pour reprendre la métaphore visuelle, hein, c'est comme si vous aviez une caméra braquée sur quelque chose. Cette caméra, elle a un point de vue, elle vous montre un cadre qui peut être très intéressant, qui peut être tout à fait pertinent, mais on ne voit pas ce qui se passe en dehors du cadre. Il faudrait beaucoup plus de caméras pointées dans beaucoup plus de directions pour avoir quelque chose qui nous montrerait une réalité à 360 degrés. Donc là encore, la métaphore fonctionne bien. On voit bien qu'on a besoin de braquer des caméras dans plein de directions, donc d'avoir des points de vue différents, des lunettes différentes pour voir le monde dans sa globalité. Donc l'homo economicus, hein, cet acteur rationnel qui cherche toujours à maximiser son intérêt personnel, l'homo economicus est largement une des inventions d'Adam Smith qui a été à la base de l'économie dite classique, économie libérale. C'est cette idée qu'en cherchant à maximiser son profit, finalement on profite à tout, ça profite à tout le monde. Et cet homo economicus, évidemment, n'est pas une femme, parce que la mère d'Adam Smith faisait les choses gratuitement, elle n'a pas maximisé son profit, même si, encore une fois, elle n'avait pas d'autre alternative économique, donc elle était probablement aussi au service d'elle-même lorsqu'elle servait son fils. Mais il est probable qu'il y ait eu de l'amour, qu'il y ait eu des liens familiaux, qu'il y ait eu d'autres motivations que simplement la recherche de la maximisation de son profit. Donc cet angle mort-là a poursuivi l'économie, a poursuivi la vision de ce qu'est la productivité d'un individu basée sur le travail payant, payé, marchand et masculin. Ce sont tout un tas d'institutions qui se sont construites ensuite avec la période industrielle. Donc Smith était un précurseur, parce que c'est vraiment la première révolution industrielle britannique qui est contemporaine de son travail, de son œuvre. Après, il y a eu la deuxième révolution industrielle britannique qui a donné naissance à un certain nombre d'institutions. Et puis, il y a eu d'autres penseurs, hein, Marx notamment, un peu moins d'un siècle plus tard, nettement moins d'un siècle plus tard, mais génération suivante. Et donc cette vision très masculine de l'économie repose sur une distinction dont on n'arrive pas à sortir entre la production d'un côté et puis la reproduction de l'autre. Donc il y aurait ceux qui produisent la valeur, et puis ceux qui reproduisent la force de travail, celles qui reproduisent la force de travail de l'autre côté. Et puis les deux choses sont relativement distinctes, hein. Vous avez l'ouvrier qui va à l'usine, qui sort de chez lui, et puis son épouse qui reste à la maison et qui entretient le foyer et fait en sorte que son époux reproduise sa force de travail, et puis que les enfants soient la force de travail de demain.
Et cette division sexuelle du travail, on a énormément de mal à en sortir. En fait, on n'en est pas du tout sorti. La seule différence, c'est que ces tâches de reproduction sont rentrées dans la sphère marchande. Mais elles sont rentrées dans la sphère marchande avec un héritage de dévalorisation très fort et avec une féminisation extrême. Aujourd'hui, parmi les 87 familles de métiers recensées par l'INSEE, seule une minorité sont mixtes. Et la plupart des activités qui correspondent peu ou prou à la reproduction, hein, le care, la transmission, tous les métiers de la petite enfance, sont féminins à plus de 80%. Hein, les infirmières, c'est 87% de femmes, les nounous, c'est plus de 95% de femmes. Les auxiliaires de vie, on est autour de 98% en France, hein, ces personnes qui s'occupent des personnes âgées à domicile. Les enseignants, c'est 2/3 de femmes, mais pour les enfants plus petits, c'est beaucoup plus. Hein, on serait pour les institutrices autour de plus de 80% de femmes, etc. etc. La liste est très longue. Donc, on a un héritage de cette division sexuelle qui est toujours très marqué et qui amène avec lui une division ou une répartition, pardon, de la valeur économique qui est très inégalitaire, avec cette notion de salaire d'appoint dont on a énormément de mal à se défaire, bien qu'il y a beaucoup d'individus qui ne sont pas en couple, bien que la famille hétérosexuelle, normée, nucléaire, etc., est aujourd'hui, à l'échelle de l'ensemble des foyers, minoritaire. Et bien malgré tout, on ne sort pas de cette idée du salaire d'appoint qui explique qu'il y a un individu dans le foyer qui va travailler moins ou être moins rémunéré et compléter le salaire de l'individu le plus productif, central, et qu'en fait, cette personne vient soutenir la productivité de quelqu'un d'autre. Et on voit que beaucoup de nos institutions continuent en fait de fonctionner avec ce modèle-là. Un exemple qui est d'actualité, c'est celui de la fiscalité. Vous le savez, vous avez dû quand vous êtes en couple, vous avez le quotient conjugal, et le quotient conjugal vous fait gagner des sous à l'échelle du foyer quand le foyer est plus inégalitaire. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui gagne beaucoup, plus dans 75% des cas, c'est dans les couples hétérosexuels, c'est l'homme qui gagne plus d'argent, et puis une personne qui complète, qui gagne beaucoup moins, eh bien vous payez moins d'impôts sur le revenu que si vous avez deux foyers, deux individus qui gagnent la même chose dans le couple. En Allemagne aussi, le quotient conjugal est très fort. Hein, donc la France et l'Allemagne, de ce point de vue-là, c'est un peu la même chose, un peu la même histoire. Vous avez une conjugalisation de l'impôt qui offre une certaine prime, en fait, à la notion de salaire d'appoint et à l'idée en tout cas, encourage en quelque sorte implicitement les inégalités au sein des foyers. Donc la spécialisation d'une personne qui va être très productive et d'une autre qui soutient cette productivité, hein, qui permet, qui reproduit la force de travail. Donc la réalité fiscale, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Nos institutions de protection sociale, notre sécurité sociale, évidemment, elle s'est modifiée à la marge, mais le calcul de la retraite se fait encore sur le modèle d'une carrière linéaire, longue, avec 43 ans de cotisation. C'est un modèle masculin, c'est un modèle qui ne correspond pas aux carrières beaucoup plus chaotiques des femmes qui ont eu plusieurs enfants, qui ont connu des reconversions professionnelles. Donc il y a toujours là aussi un modèle dominant qui est celui-là. Donc pour conclure cette première partie sur la vision macroéconomique et le rôle de la construction autour de la productivité, je dirais que pour rester dans l'économie, moi, ce que j'aimerais énormément, c'est qu'il existe un ratio entre le travail payé et le travail gratuit, et le lien qui nous permet de comprendre aussi le lien entre les deux, pour avoir une mesure en fait de la performance du travail payé par rapport à la quantité de travail gratuit qui le permet.
Dernière toute petite illustration, la différence entre un pays comme les États-Unis où l'accès à la garde d'enfants est très compliqué, très coûteux, voire impossible, et un pays comme la Suède où la garde d'enfants, l'accès à la garde d'enfants est universel, facile et peu coûteux. Évidemment, on peut imaginer que le ratio travail payé sur travail gratuit est très différent entre ces deux pays. Et donc là encore, la productivité telle qu'elle est mesurée aujourd'hui par les économistes, telle qu'on la trouve dans le rapport de France Stratégie, elle n'inclut pas ça du tout. Elle compare la productivité suédoise et la productivité américaine, toutes choses égales par ailleurs, sans tenir compte des infrastructures existantes et de ce ratio entre le travail payé et le travail gratuit. Alors, dans la deuxième partie de cette présentation, je vais accélérer un petit peu pour qu'il nous reste du temps. Je voulais vous parler des problèmes créés par la mesure de la productivité. J'en ai indiqué quelques-uns. En fait, le principal problème, c'est que sa mesure est franchement vaseuse, en fait, et très peu pertinente dans beaucoup de domaines de notre économie. Ça semblait assez clair dans le monde industriel, sur une chaîne d'assemblage, quand on a des produits standardisés qui sont identiques. Des voitures Ford T, des appareils électroménagers qu'on peut compter, ou bien dans le monde des commodités, des matières premières, une tonne de blé, une tonne de riz, une tonne de pétrole. On peut avoir un ratio qui fait sens, mesurer la productivité dans le monde des commodités. En revanche, dès qu'on parle des services à la personne ou de l'économie de la connaissance, la mesure de la productivité d'un coup devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus fallacieuse, beaucoup plus floue et beaucoup moins pertinente. Elle ignore cette mesure, elle ignore le degré de connaissance, elle ignore la qualité des services rendus. Ça s'illustre dans un paradoxe qui avait été mis en lumière par un économiste qui s'appelle Solow dès les années 80. Alors à l'époque, quand on mesurait la productivité de manière classique, on avait un paradoxe qui était que les technologies de l'information, comme on disait à l'époque, les technologies de l'information avaient pris une place importante, mais cela ne se traduisait pas par une différence de productivité. Donc Solow a mis en lumière, ou a mis en avant ce soi-disant paradoxe qui est comment ça se fait que les technologies de l'information sont partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Alors, est-ce que ça rend pas vraiment productif? Est-ce que pourquoi, etc. Et puis, l'interprétation la plus crédible était qu'en fait, les statistiques de la productivité ne tenaient pas compte de l'augmentation de la qualité, de l'augmentation du partage de l'information, chose qui n'avait pas de conséquences mesurables en maintenant l'indicateur tel quel. Mais ce n'est pas comme s'il n'y avait pas en réalité eu beaucoup plus de valeur créée grâce à cette augmentation de la qualité de la connaissance qui était permise par les technologies de l'information. La qualité ignorée par la productivité, elle se trouve évidemment dans ces services que vous rendez, que nous rendons les uns aux autres quand on est dans l'économie des services. Si on prend les services à la personne, par exemple, il y a la qualité d'un lien qui se crée, qui se noue entre un prestataire de service et puis la personne qui reçoit le service. C'est très évident dans le soin. Dans le soin, un médecin, une infirmière qui vous prête une oreille attentive, qui vous soigne avec amour, vous allez en sortir en meilleure santé, vous allez en sortir plus heureux, il y a une qualité plus forte qui se crée. Mais ça n'est pas du tout perceptible dans les statistiques de la productivité. La productivité se fiche complètement de la qualité du lien. Et pourtant, ce que j'explique dans mon livre « En finir avec la productivité », il existe un effet multiplicateur extraordinairement puissant de cette relation de service qui se noue. Lorsque vous créez, c'est comme la pub pour Darty, le contrat de confiance, quand vous créez une relation de confiance avec un client, un patient, partenaire, quel que soit le nom que vous lui donnez, un utilisateur, il y a une multiplication de la valeur qui se passe. Alors, j'ai donné l'exemple du soin tout à l'heure. L'exemple du soin, c'est quelque chose de réel et d'ailleurs mesuré, en tout cas étudié scientifiquement. On a inventé la psychanalyse parce que l'écoute a un effet multiplicateur. On sait que
la relation avec le soignant, avec médecin, infirmier, etc., a un effet réel sur la santé des patients, de même que tout ce qui est de l'ordre de la croyance joue un rôle dans la santé. On connaît l'effet placebo, l'effet nocebo, c'est pareil dans la relation. Il en va de même des relations que vous pouvez avoir avec d'autres prestataires de services. C'est-à-dire que la relation, par exemple, avec une femme de ménage, cette dimension de confiance et d'effet multiplicateur est très important. C'est quelqu'un que vous accueillez dans votre intimité, chez vous, à qui vous allez confier des tâches multiples et polyvalentes. Et l'effet multiplicateur est très important, c'est que vous vous sentez d'autant mieux, vous clients et elle, prestataire, que cet effet multiplicateur joue son rôle en fait. Donc c'est vraiment une multiplication de la valeur qui n'est pas du tout traduite par le chiffre d'affaires ou le prix qui est celui qui est mesuré par la productivité. Alors du coup, voilà, de manière plus générale, en fait, la mesure de la productivité, elle ignore toutes ces influences réciproques des individus les uns avec les autres. Elle ignore la force des relations qui font partie des éléments essentiels de l'économie. Alors, deux exemples de ça sur l'importance de ces relations que la productivité ne mesure pas. J'ai parlé de la santé. Très concrètement, il y a des études qui ont été faites avec l'université de Harvard sur l'influence des relations d'un individu, la quantité et la qualité des relations entretenues par un individu et l'espérance de vie. Si vous êtes seul, vous mourrez plus jeune que si vous êtes bien entouré. Alors c'est terrible à dire comme ça, mais la solitude, c'est comme le tabac, ça tue littéralement. Donc la qualité de ce qui entoure un individu, de ses liens, leur densité et qualité, a un effet très concrètement mesurable sur un indicateur comme l'espérance de vie. Deuxième exemple, c'est dans une économie numérique qui est la nôtre, la réalité des effets de réseau. Des effets de réseau, des clusters de talents, du partage de l'information dans cette économie. Évidemment, plus les relations sont bonnes, sont fortes, plus ce tissu de relations est solide, plus la valeur et les richesses créées sont importantes. D'ailleurs, pour reprendre l'idée de la solitude, là, il y a un lien entre la solitude et la dégradation du partage de l'information. Vous avez peut-être vu passer des études récemment sur le rôle de la solitude dans le partage des fake news. Donc les fake news, dont on a beaucoup souffert au cours des dernières années, enfin qui ont eu des conséquences délétères sur nos vies, que ce soit sujet de la pandémie, que ce soit des sujets politiques et la mise en danger de la démocratie, par exemple américaine. Les fake news sont diffusées de manière disproportionnée par des individus qui souffrent de solitude, qui se sentent abandonnés ou qui vivent dans un contexte où la quantité, qualité, densité des relations qui les entourent et qui les soutiennent sont dégradées. Et ça, c'est très, très mesurable. C'est évidemment, on a des éléments de géographie, de densité territoriale. On a des éléments très concrets là-dessus, de dégradation des corps intermédiaires, qu'il s'agisse des pratiques religieuses, des pratiques syndicales. Donc on sait où les liens se délitent et on le mesure. Et on sait aussi, algorithme oblige, où sont les foyers de fake news qui contribuent à les diffuser le plus massivement. Parmi les autres problèmes que cause la mesure de productivité telle qu'on l'a héritée, il y a le fait que on ignore, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle des infrastructures, le rôle de ces infrastructures que sont par exemple les services à la petite enfance, les crèches, les écoles, mais aussi les routes, l'internet, tout ce qui fait qu'on arrive à travailler. Et on s'en est évidemment bien rendu compte pendant la pandémie. Je sais qu'on en a parlé dans la précédente masterclass de ces effets de la pandémie, où on a parlé des travailleurs essentiels. Et on a eu ce paradoxe qui est que les travailleurs essentiels, ceux sans lesquels rien
n'est possible, sans lesquelles vous n'avez pas d'eau courante ni d'électricité, ou sans lesquelles vous ne pouvez pas manger, avoir à manger sur la table, le fameux dîner, encore une fois. Et bien tout cela, tous ces travailleurs essentiels, donc beaucoup sont des femmes dans le domaine du soin, du médical, de l'éducation, eh bien sont ceux qui sont réputés moins productifs au regard de l'économie classique. Donc, si on prend les indicateurs de productivité, une infirmière, c'est pas très productif, c'est peu productif. Tous les services de productivité, c'est peu productif du point de vue de l'indicateur de la productivité. Or, quand on a utilisé le mot essentiel au moment de la pandémie et des confinements, c'est bien essentiel pour la production des autres. Si c'est essentiel, c'est donc, arrêtons de nous voiler la face, que c'est productif. Et donc, il faudrait intégrer cette essentialité des services dans la productivité de tous. Donc, une vision qui est plus collective de la mesure de la productivité et qui intègre cet élément-là. Par ailleurs, pour ce qui est des travailleurs essentiels, il y a une partie de ces travailleurs qui sont dans les services publics, par exemple les infirmières et les enseignants, et dont la mesure de la productivité, elle a quelque chose de problématique et de tautologique, c'est que les enseignants sont réputés peu productifs parce qu'ils sont peu payés. Les infirmières sont réputées peu productives parce qu'elles sont peu payées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires à la clé, vu que ces services sont payés par l'État, pas payés par les utilisateurs, et que ce qu'on mesure comme valeur, entre guillemets, c'est la ligne de budget qui correspond. Et c'est en grande partie la masse salariale qu'il y a derrière. Donc, quelqu'un qui est peu rémunéré, puisque vous créez votre propre salaire, en l'occurrence, vous produisez votre propre salaire, est réputé peu productif. Du coup, il suffirait de les payer 2 fois plus pour qu'ils soient 2 fois plus productifs. Ça paraît assez simple, mais vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose de tautologique derrière, évidemment. Et donc, l'idée que la mesure de la productivité reflète une quelconque performance, en l'occurrence ici, ça n'est absolument pas pertinent. C'est évidemment le reflet de rapports de force, de négociations collectives, de valeurs relatives qu'on attribue à certains services dans la société. Et le mérite productif ici n'a pas grand-chose à voir avec les salaires, effectivement payés aux individus concernés. Donc, pour conclure sur cette deuxième partie, j'ai dit que on ignorait les liens, on ignore les influences des uns sur les autres. La productivité, en somme, pour utiliser un concept économique, elle ignore ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les effets non intentionnels d'une activité sur l'environnement dans lequel elle s'insère. En résumé, elle ignore l'écologie, parce que l'écologie, au sens étymologique du terme, c'est la relation des individus avec leur environnement et la relation des individus entre eux dans cet environnement. Donc, c'est vraiment exactement ce qui est ignoré. Et du coup, ma critique féministe de la productivité rejoint la critique écologique de la productivité, parce que de manière assez évidente, c'est le même sujet qui est en question. C'est que les externalités négatives sur l'environnement, si on devait les réintégrer dans le calcul, beaucoup d'activités dites productives seraient beaucoup moins productives s'il fallait également inclure le travail nécessaire pour nettoyer les dégâts sur l'environnement. Si vous deviez intégrer le travail de bénévoles qui ramassent, qui nettoient les plages goudronnées, si vous deviez intégrer les dégâts sur la santé des individus qui respirent un air mauvais, etc., vous auriez un ratio qui est beaucoup moins bon. Donc il y a évidemment quelque chose de très arbitraire dans le fait d'isoler des éléments sans intégrer ces externalités au sens large. Et puis alors, j'en arrive à ma troisième partie, puis je réalise que j'ai oublié des choses dans la première et la deuxième, mais j'espère qu'il y aura des questions, parce que j'ai pas parlé d'un grand pan du travail gratuit qui est historiquement l'esclavage, mais peut-être que j'espère qu'il y aura des questions là-dessus. Mais j'en arrive à la troisième partie qui est les conséquences pour nous en tant qu'individus et en tant qu'organisation, enfin les pièges à éviter autour de cette mesure fallacieuse de la productivité. Le premier piège,
c'est une confusion qu'on continue d'entretenir entre le pouvoir ou la place dans la hiérarchie et la productivité. Typiquement, j'illustre dans mon livre ce couple un peu mythique qu'est le patron et sa secrétaire, où on ne sait pas très bien qui fait quoi. Dans certains cas, le patron est génial, la secrétaire pas beaucoup. Dans d'autres, c'est l'inverse. Et néanmoins, le mérite productif est attribué à la personne qui est placée le plus haut dans la hiérarchie, à savoir le patron. Et de même, dans une organisation, plus elle est pyramidale, plus le mérite productif va aller en haut de la pyramide, va être attribué à la personne qui a le plus de pouvoir dans la hiérarchie, au mépris des échanges qui ont été nécessaires ou de l'intelligence collective qui a permis à cet individu en haut de la hiérarchie de produire ce pourquoi on lui accorde du mérite. Évidemment, cette critique-là, elle rejoint les critiques sociologiques sur la notion de méritocratie, qui sont déjà assez anciennes. Il y a eu beaucoup de choses aussi récemment, beaucoup d'ouvrages qui continuent de nourrir cette critique de la méritocratie. Je pense à un livre paru récemment de Nicolas Kayser-Bril qui s'appelle « Imposture à temps complet », qui cherche à prolonger les réflexions de David Graeber sur les bullshit jobs, où Nicolas Kayser-Bril a cette expression, je trouve bien trouvée, de cash caste. Cash caste, il explique que depuis qu'on n'a plus un système de caste, nous n'avons plus les ordres de l'ancien régime avec la noblesse, le clergé, le tiers-état. Du coup, nous avons cette espèce d'illusion d'une société qui serait fluide, où tout le monde a sa chance, tout le monde peut accéder, de faire partie de l'élite. Évidemment, comme il n'en est rien, en réalité, nous sommes une société de classe avec une reproduction sociale très forte et une mobilité sociale ascendante qui a même plutôt tendance à décliner depuis quelques décennies. Comme il n'en est rien, mais qu'on ne l'assume pas, parce qu'on ne veut pas être une société d'ancien régime, on masque, on cache les castes derrière le mérite productif, donc derrière cette idée qu'on s'est fait par son travail, et comme on s'est fait par son travail, on mérite de faire partie de cette élite, et le mérite productif nous en revient pleinement. Et donc, plus la société est hiérarchisée, plus les inégalités sont fortes, plus la mesure de la productivité qui va en résulter va être inégalitaire. J'en ai parlé à propos des services publics. En fait, il en va de même dans toutes les organisations. Les conséquences à en tirer, quand on a cette méfiance critique avec cet apport des travaux des sociologues ou des économistes hétérodoxes sur le sujet, on comprend que une productivité réelle serait sans doute plus importante si les inégalités sont un peu moins fortes. Le rapport entre le salaire le plus élevé et le plus bas qui a explosé au cours des 50 dernières années, c'est un sujet à remettre en question aussi dans les organisations. Une autre leçon qu'on peut en tirer aux questions qu'on peut se poser, c'est que les discours incessants sur la méritocratie, il faudrait peut-être qu'on arrête un peu, qu'on ait plus d'humilité là-dessus, on arrête de parler de méritocratie. C'est, je pense, un vrai point de départ dans une organisation, d'arrêter d'en parler. Mais de s'intéresser à la réalité qu'il y a derrière, plutôt que de tenir des discours dessus. Et puis la troisième conséquence en matière de confusion entre pouvoir et productivité, c'est de favoriser le plus possible la mobilité et puis un certain aplatissement de cette hiérarchie pour que le mérite productif soit mieux partagé, circule davantage et qu'il y ait effectivement plus de méritocratie en fait. Le deuxième piège de la productivité, je parlais du cash caste tout à l'heure, le deuxième piège, c'est la confusion entre la productivité et puis une activité frénétique qui consiste à être sous l'eau tout le temps. C'est ce que les Américains appellent la busyness. Busyness, pas business, mais busyness, le fait d'être tout le temps busy. Le fait d'être, voilà, nous on a cette expression être sous l'eau, être tout le temps débordé, je suis débordée. Le fait d'être débordé, c'est un marqueur de statut social aujourd'hui, parce que puisqu'on est dans la société, puisqu'on est dans un système de cash-caste, cela indique votre mérite productif. Et puisque ça indique votre mérite productif, vous avez intérêt à mettre en avant le fait que vous êtes très, très occupé. Et c'est surtout aussi
parce que les emplois tels qu'ils sont partagés dans notre économie française, mais dans beaucoup d'autres pays c'est encore pire, le temps de travail n'est pas réparti clairement, n'est pas réparti en tout cas de manière homogène. Vous avez des emplois qui exigent un investissement en temps très fort. Vous faites partie de ces emplois qu'on appelle aux États-Unis des greedy jobs, les emplois avides, qui exigent de vous un investissement en temps très fort, donc dans l'économie de la connaissance, dans le monde du conseil. Voilà, on est souvent dans des semaines de travail qui sont très chargées, des charges de travail très fortes, des investissements en temps, et en jus de cerveau qui sont très très forts, et donc vous travaillez beaucoup, alors que dans d'autres domaines, on va avoir des temps partiels, des emplois plus légers en heures, moins rémunérés, avec des gens dont une partie aimerait bien travailler plus. Donc, à cause de ce cache-caste, alors qu'autrefois, l'oisiveté était un marqueur de privilège, les nobles ne mettaient pas les mains dans la boue, hein, ne mettaient pas les mains dans le travail. Aujourd'hui, être sous l'eau, c'est le marqueur d'un privilège, et donc on le met beaucoup en avant. Alors la leçon à tirer de ça, à titre individuel et à titre d'organisation, c'est pas si simple de distinguer ce qui relève de la productivité et ce qui relève de la business, de cette activité un peu frénétique qui sert éventuellement à rien. Il faut rappeler que moins d'heures, ça va mathématiquement vous rendre productif, donc essayez de ne pas étaler ce qui va vous rendre justement moins performant. Et puis c'est un chantier d'organisation, un chantier d'équipe, que de petit à petit supprimer ce superflu de tâches qui sont surtout dans le paraître. C'est un travail culturel et c'est un travail d'organisation et un chantier important, parce que le fait que ces heures s'étendent à l'infini, ces heures d'occupation, d'être sous l'eau, ça a évidemment des effets délétères sur la santé mentale, sur notre rapport au temps, sur notre rapport à l'estime de nous-mêmes. Enfin, il y a énormément d'inconvénients. Et puis, on est en fait moins productif du point de vue de la productivité horaire quand on travaille 80 heures que quand on en travaille 50. C'est mathématique. Parce qu'on ne produit pas beaucoup plus quand on est sur 80 heures que quand on est sur 50 en réalité. Le troisième petit point dans ce sujet des pièges à éviter, c'est le sujet du travail gratuit à l'échelle d'une équipe, d'une organisation. J'ai parlé tout à l'heure du travail gratuit dans le foyer. Je ne sais plus si j'ai dit le ratio, mais c'est à peu près 2 tâches, des tâches domestiques, des corvées de ménage, etc., et puis des tâches parentales qui sont assumées par des femmes à l'intérieur des foyers, ce qui les empêche d'être davantage investies dans le travail payant, dans le travail rémunéré. Bien, à l'échelle d'une équipe et d'une organisation, il y a un peu le même phénomène qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans la vie du foyer, un certain nombre de tâches qui ne valent pas valorisation ou rémunération directe, ou en tout cas qui vous empêchent de faire avancer ce qui est réputé productif dans une organisation. Et cette répartition, et la répartition dans les équipes des tâches du travail gratuit est également très inégalitaire. Inégalitaire du point de vue du genre, mais inégalitaire aussi sous d'autres angles. Il y a des inégalités qui sont sociales, qui sont culturelles, qui sont ethniques. Voilà, il n'y a pas que la question du genre. Il y a un livre récent qui est sorti là-dessus qui parle, pardon pour tous les mots anglais que j'utilise, mais Anaïs l'a dit, je suis agrégée d'anglais, donc je ne peux pas m'empêcher de toujours lire en anglais et parler en anglais. On parle de non-promotable work, donc ce travail qui ne fait pas la promotion de vous-même, travail caché qui aide l'ensemble de l'équipe, qui soutient le travail des autres. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dedans, vous avez sûrement en tête des choses. On pense à ce travail, la charge émotionnelle qui consiste à penser aux autres, penser à l'anniversaire, au pot de départ, etc. C'est souvent des femmes qui s'en occupent. Il y a tout ce travail de secrétariat, en fait, dans une équipe qui consiste à préparer la réunion, préparer un éventuel événement, une retraite, un séminaire d'équipe, tout ce travail de logistique et de secrétariat qui est assumé majoritairement par certaines personnes dont c'est pas le travail principal, et donc qui vont pas pouvoir faire avancer leur propre travail productif en assumant ces tâches-là. Et le livre dont je voulais vous parler, du coup, s'appelle The No Club.
C'est un collectif de femmes, d'autrices, dont l'un des noms, je me souviens, c'est Linda Babcock, et puis après les autres, je me souviens pas des autres noms. Dans le No Club, elles disent, voilà, il faudrait que les femmes arrêtent d'eux. Alors moi, je trouve que c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, il y a une remise en question de la répartition de ce non-promotable work au sein des équipes, qui enfin, les leçons qu'on peut en tirer à l'échelle d'une équipe sont pas si compliquées que ça, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la base du volontariat. Et quand ça se fait sur la base du volontariat, c'est très inégalitaire dans les groupes mixtes. C'est-à-dire que si vous avez des hommes et des femmes, vous avez 9 chances sur 10, 8 chances sur 10 que la femme se porte volontaire pour faire ces tâches gratuites qui sont nécessaires pour faire avancer un projet. Quand je dis gratuite, c'est en tout cas non-promotable, celles qui ne vont pas vous valoir des gratifications sous une forme ou une autre. Alors que dans les groupes non mixtes, évidemment, les hommes se portent volontaires aussi. Donc le problème la question qui se pose, c'est le problème du volontariat. Donc là, il y a des solutions assez simples qui consistent à faire tourner en fait les tâches, donc les rendre un peu visibles et puis ensuite les assigner de manière arbitraire, les faire tourner. Hein. De même que dans un foyer, la solution, c'est de faire tourner les corvées, soit avec un tableau affiché sur le frigo, soit avec un contrat implicite ou explicite qui est que chacun fait sa part de ce travail gratuit, faire des lessives, etc. Ben là, c'est pareil. C'est une prise de conscience, le sujet qui est mis sur la table, quelles sont toutes ces tâches-là, qu'est-ce qu'elles représentent, et puis est-ce qu'on ne peut pas les faire tourner, les partager de manière plus égalitaire. Ce n'est pas forcément si compliqué que ça. En tout cas, c'est un sujet dont beaucoup d'équipes s'emparent parce que les femmes, en tout cas celles qui s'estiment lésées du point de vue de la répartition du travail gratuit, en parlent davantage et c'est un sujet qui a fait l'objet d'un certain nombre de publications. Voilà, il nous reste quand même un tout petit peu de temps pour les questions et les réponses, mais en gros, pour conclure, je dirais que ma critique de la productivité, c'est une critique d'une construction économique ou d'une vision économique. C'est pas une critique de l'efficacité. Au contraire, en fait, c'est une critique de la répartition de la valeur, des externalités nocives d'une mesure qui ignore ces externalités, mais pas, vous l'aurez compris, de l'efficacité en tant que telle, puisque l'efficacité, l'économie des ressources, elle est écologique, elle est nécessaire à notre santé mentale comme à la préservation de notre planète. Merci beaucoup Laetitia, merci infiniment pour ta conférence et ta conclusion qui fait le lien avec un séminaire qu'une partie de l'équipe a vécu mardi où on questionnait justement cette question de la rentabilité, de l'efficacité et puis de notre rapport à ce système de valeurs. Merci aussi d'interroger la vision des économistes classiques qui a une forme un peu de candeur, je pense on peut dire, ou de déni du réel, qui est de manière déroutante toujours considérée comme une vérité. C'est peut-être une question très, très ouverte en attendant qu'il y ait des questions qui se fassent jour dans le chat, qui est comment finalement arriver à faire prendre conscience à tout le système politique et économique qu'on se base sur des croyances et sur une irrationalité totale, alors même qu'on pense faire reposer nos politiques et nos visions sur des indicateurs. Et peut-être une question plus factuelle par rapport à ça, est-ce qu'il y a finalement des pays ou des entités, ou là tu citais une organisation qui arrivait à faire tourner les tâches, qui peuvent nous inspirer dans leur vision de la productivité, qui ont été mieux questionner cela, ou mieux le mettre en pratique? Alors oui, absolument. C'est déjà ne pas faire de la productivité et du produit intérieur brut le phare qui nous permet de prendre toutes les décisions politiques, économiques, sociétales, comme si c'était voilà ce qui devait guider nos actions, alors qu'il existe d'autres indicateurs sur lesquels il faut garder un œil très fort. Parmi ces autres indicateurs, il y en a un qui devrait nous alerter sur la dégradation de quelque chose que la productivité ne montre pas. C'est l'indicateur en France de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle. On a une augmentation, alors je me souviens un peu du chiffre exact, de X% assez troublante, assez gênante, qui révèle la dégradation de quelque chose. On a, pareil, de la même manière, des indicateurs sur l'espérance de vie, par exemple, sur l'espérance de vie, et puis
la répartition de l'espérance de vie, c'est-à-dire l'écart type en fait qui se creuse entre une minorité d'individus qui continuent de vivre plus longtemps et puis d'autres, voilà, un écart qui se creuse. Hein. Donc l'écart entre les riches et les pauvres qui se traduit par 10 ans de vie, 15 ans de vie, enfin ça dépend des sociétés, hein, mais ça, on a quand même des données là-dessus. On a des données sur toutes ces choses-là. De même, il y a des indicateurs sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, enfin voilà. Donc ces indicateurs-là ça paraît une évidence ce que je dis là, mais sont en fait la raison d'être de notre économie et de notre activité. C'est bien plus pertinent de s'intéresser à ces indicateurs-là et d'en faire le guide de toutes nos actions, hein, se dire comme un exemple, hein, comme l'Allemagne a fait en l'an 2000 avec PISA, hein, ils se sont pris une claque avec le classement PISA qui révélait que leur système scolaire était pourri. Il est très inégalitaire, hein, c'est vrai, mais en 20 ans, ils ont fait énormément d'investissements parce qu'ils ont vécu cette humiliation d'un mauvais classement PISA comme du coup le guide d'un certain nombre d'actions, d'investissements publics, de choix politiques pour améliorer cet indicateur-là, pour le coup, qui n'est pas exactement un indicateur, qui est un classement international, qui vaut ce qu'il vaut, on peut le critiquer à bien des égards, et qui du coup a permis d'enclencher tout un tas de processus. Donc en fait, le fait de choisir un indicateur comme un dieu absolu pour décider de toutes nos actions, ça c'est un choix qu'on peut faire et on voit qu'historiquement on a eu des choix différents et à l'échelle des pays différents, on a des choix qui sont différents. Après, évidemment, c'est une logique très court-termiste hein, parce que qui dit PIB dit telle recette fiscale, telle. Enfin, ouais, c'est évidemment toujours des projets de long terme qui consistent à intégrer d'autres indicateurs et renverser l'ordre téléologique des choses, qui est comme la phrase qui avait été choisie pour parler de la masterclass, hein, qui est que on travaille pour vivre et on ne vit pas pour travailler. Et voilà, c'est pareil, hein, la productivité, elle est au service de notre santé, notre bien-être, notre vie, notre éducation et non l'inverse en fait. On parle toujours d'éducation comme étant au service de la productivité alors qu'en fait là on devrait quand même remettre les choses dans le bon ordre. C'est l'inverse en fait. Ouais, bah merci beaucoup. Tu as répondu avec cette réponse à deux questions que posait successivement Eliabel. On a une question d'Annabelle qui nous demande si finalement on pourrait aller jusqu'à considérer que les sociétés patriarcales sont de ce fait peut-être moins performantes économiquement. Est-ce qu'on a assez de références sur des sociétés qui ne le sont pas? Enfin, est-ce que finalement ce questionnement remet en question vraiment la performance économique? Alors moi, je n'ai pas connaissance de travaux ou même d'indicateurs qui pourraient permettre de mesurer le degré de patriarcat en fait d'une société par rapport à une autre. Donc c'est pas si simple. C'est vrai que moi j'ai ma comparaison un peu intuitive entre la France et l'Allemagne et du coup je questionne beaucoup la soi-disant efficacité allemande au regard de cette intuition-là qui se traduit par des réalités. Hein. En fait, on aurait quand même tort d'enterrer trop tôt un certain nombre d'institutions patriarcales qui, pour l'instant, ont des bienfaits économiques. Parmi ces institutions patriarcales, il y a les systèmes de compensation dans le cadre des mariages, les pensions de réversion, parce que sans pension de réversion, l'écart entre femmes et hommes à la retraite est de plus de 40% en France. Si on intègre les pensions de réversion, on est à 28%. Donc du coup, dans une période de transition, il ne faut pas jeter trop vite à la poubelle les institutions patriarcales qui ont des bienfaits économiques dans une réalité qui est toujours patriarcale. Donc c'est juste pour distinguer entre la réalité patriarcale et les institutions, on va dire, compensatrices. Donc, voilà, il y a prudence à avoir. Mais il y a une économiste qui s'appelle Linda Scott, qui a écrit un livre assez génial qui s'appelle The Double X Economy, qui explique que pour elle, et alors elle a tout un tas de données et d'arguments pour justifier ça, les économies dans lesquelles les inégalités ou l'égalité femmes-hommes est la plus forte sont celles qui se développent le plus vite et que on a toujours présenté là aussi les choses dans l'autre sens. On a dit que quand une économie se développe, alors l'égalité avance et qu'en fait, elle dit c'est l'inverse. Donc, c'est indispensable d'avoir là aussi comme guide de ces actions une meilleure égalité parce que ça accélère le développement d'une économie. Et ça accélère le développement d'une économie de manière plus efficace, plus écologique, etc. Parce que les activités féminines vont être plus
puisque ça reste toujours très genré, plus dans le care, dans le soin, dans la transmission, faire plus avec moins de ressources, hein, les femmes qui lèvent moins de fonds, etc. Donc il y a encore des côtés négatifs, mais il y a aussi des côtés positifs qui fait que en fait les femmes sont souvent plus productives économiquement, enfin pas économiquement parlant au sens indicateur classique, mais en réalité. Et donc Linda Scott en est convaincue, une société plus égalitaire et une société qui se développe plus vite, qui crée plus de richesses, qui a une croissance moins consommatrice en ressources, qui est plus écologique, etc., etc. Donc, on peut faire rentrer des arguments dedans. Par exemple, sur la question de se développer plus vite. Si vous avez une société plus égalitaire dans laquelle les femmes peuvent avoir des carrières même en ayant des enfants, parce qu'il y a des super services publics, des écoles qui marchent bien, des crèches universelles, etc. Bah, du coup, c'est vrai que vous avez plus d'activité économique qui est possible, en fait, plus d'activité qui, pour le coup, rentrent dans le PIB. Alors que la société américaine, où il y a beaucoup de femmes qui sont empêchées d'avoir ces carrières productives, il y a beaucoup de choses qui disparaissent du PIB. Donc même avec des arguments d'économie classique, on peut soutenir qu'en effet, ce qui permet l'égalité a un intérêt économique. Merci, c'est peut-être le chemin vers l'ultime question. Si tu as le temps à un moment de nous parler de l'esclavage en conclusion de cette question, peut-être, parce que c'est vrai que c'est un moment passionnant de ton livre. Et il y a Marie-France qui posait une autre question en redisant dans sa question que l'économie n'est ni universelle ni neutre et que, comme tu l'as souligné, tous les concepts et les hypothèses de base reposent sur des préoccupations masculines, une vision masculine du rapport à la matière, au temps, aux enjeux, aux priorités. Et la question est, qu'est-ce que tu penses finalement des grandes théoriciennes de l'économie féministe qui remettent en cause vraiment de manière fondamentale globalement la construction en micro et en macroéconomie, la construction de tous les fondamentaux. Sur cela, est-ce que ce modèle économique te paraît universaliste, alternativement crédible aussi? Oui, absolument. Dans tous les courants hétérodoxes d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes. Alors, elles ne sont pas forcément cataloguées féministes, mais en fait, oui, puisqu'elles remettent en question l'économie classique, qu'il s'agisse de Esther Duflo, de Mariana Mazzucato, toutes ces femmes qui quand même aujourd'hui ont une certaine visibilité dans l'économie, qui font dire à certains que mais je vois pas où est le problème. Si, il y a des femmes dans l'économie. En fait, en proportion, il y a encore très, très, très peu de femmes, hein, je précise, même aujourd'hui. Donc oui, évidemment, elles apportent des points de vue différents, elles complètent ces angles morts, elles redéfinissent un certain nombre de concepts. Donc il y a des mouvements qui sont passionnants, qu'il s'agisse autant de l'économie comportementale que du travail de Mazzucato sur l'état entrepreneurial. Enfin, il y a énormément et du coup le rôle des services publics dans l'économie. Il y a énormément de choses passionnantes. Mais pour faire le lien avec la question sur l'esclavage, je vais revenir sur des penseuses des années 70, hein, et en particulier Silvia Federici, l'une des maîtresses à penser de l'écoféminisme, qui s'est penchée sur le parallèle entre le patriarcat et le colonialisme. Et si on se le réapproprie avec une vision macroéconomique, en somme, ce que dit Federici, c'est qu'on a boosté notre productivité, nous, en tant que Français ou en tant que Britanniques, par exemple, dans nos empires coloniaux, en s'asseyant sur une montagne de matières premières qu'on a volées et puis de travail gratuit qu'on a incorporé. Ce travail gratuit, c'est le travail des populations locales, plus ou moins asservies selon les empires, mais quand même globalement asservies. Si on prend un exemple très particulièrement violent, c'est celui de la Belgique, hein, du Congo belge. J'aime bien en parler parce que j'ai lu un livre qui m'a ouvert les yeux et je trouve qu'on en parle très très peu. C'est un massacre de 10 millions de personnes. Donc, à l'échelle de l'histoire, je trouve que ça devrait être plus présent dans les livres d'histoire, en tout cas dans les manuels scolaires à l'école. Donc, c'est des populations qui ont été au Congo, à différentes tribus qu'on a réduit en esclavage pour la fortune personnelle du roi Léopold. Donc, à l'aune de cette histoire, quand on comprend quand même un peu les questions sur les statues de Léopold, etc., les musées, etc., du colonialisme en Belgique et tout, et des populations asservies, donc
Donc, on leur coupait les mains, on leur coupait les pieds pour qu'ils ramassent le caoutchouc sauvage avant qu'il y ait des exploitations plus industrielles. On prenait en otage une partie de la famille. Enfin, c'était des choses d'une monstruosité incroyable. Et puis, beaucoup de morts, beaucoup de massacres. Donc, cela serait environ 10 millions de morts dans le Congo, dans l'ensemble de ce qui était le Congo belge, une très très grosse colonie. Dans l'esclavage et le travail gratuit, ce qui est plus connu, ce qui nous est plus familier, c'est l'esclavage américain. Donc c'est ce commerce triangulaire qui a mené au cours d'un peu plus d'un siècle environ 12 millions d'Africains pour être réduits en esclavage dans les colonies américaines. Alors, dans les colonies américaines, il y a à la fois, il y a les Antilles, le sucre. Alors là, c'est des atrocités incroyables. Mais il y a ce qui nous est plus familier, parce que très récent, en fait, à l'échelle de notre histoire, c'est l'histoire américaine qui, moi, m'est très familière. C'est jusqu'en 1865, et puis avec des traces qu'on a encore aujourd'hui, avec des massacres récents, parce que c'est une histoire du coup raciale dont les États-Unis ne sortent jamais. C'est vraiment ces descendants d'esclaves, alors qui sont parfois pas descendants d'esclaves, parce qu'il y a des immigrés qui viennent d'Afrique, qui ont rejoint, qui n'ont pas commencé à être des esclaves. Mais le fait d'être noir, vous rejoignez une histoire qui est celle des descendants de l'esclavage, que vous ayez effectivement des descendants esclaves ou pas, et vous vous faites massacrer, littéralement. Enfin, voilà, je fais référence à l'actualité américaine, où il y a eu encore un massacre par arme à feu tout récemment. Et donc cet esclavage américain, en fait, il a joué un rôle très important dans l'économie, parce que un certain nombre des indicateurs, des instruments comptables qu'on utilise dans la période moderne sont hérités de cette période industrielle où il y avait encore des esclaves, et où en fait on a mis au point des instruments de productivité ultra performants dans les plantations du Sud, en lien avec les empires industriels du nord des États-Unis. Donc c'est une histoire récente, cachée, relativement peu connue, mais aujourd'hui assez bien documentée par des historiens. Merci beaucoup, Laetitia. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a atteint la fin de cette masterclass. Il y avait encore des questions, mais je ne doute pas qu'on pourra être invité à la rentrée sur ces sujets et d'autres, notamment sur les sujets féministes sur lesquels on travaille aussi. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, et très bonne fin d'après-midi. Merci à tous et merci Anaïs. Ça y est, on quitte? On nous voit encore là? Et on te voit encore, et bonjour à tous.